stratégiques, de quoi on parle? Bon, je ne vais pas vous faire un cours de chimie parce que ça pourrait être un peu long. C'est juste après. En fait, c'est principalement beaucoup des éléments qui sont en bas de la classification. Le groupe des platinoïdes, on appelle ça les platinoïdes, le palladium, le platine, le rhodium, le ruthénium, l'indium, l'osmium, qui aujourd'hui sont vraiment sous tension de par une consommation accrue de ces matières. Elle est accrue, elle a toujours existé, hein, on a toujours utilisé ces matières, notamment dans les semi-conducteurs, dans l'informatique, mais naturellement, on voit aujourd'hui un essor énorme de ces matières de par les diversités de fonctionnalités dans lesquelles ils sont utilisés aussi. Slide suivant, s'il te plaît. Quand je disais une diversification des utilisations, effectivement, on voit qu'on est dans un monde qui est en transition énergétique. On parle beaucoup des éoliennes, du photovoltaïque qui est mis en place, mais ces éléments, ces deux modes de production sont extrêmement consommateurs de métaux stratégiques. Si on veut atteindre les niveaux de mix énergétique que différents gouvernements veulent mettre en place, ça va nécessiter une augmentation par 300% de la consommation de ces métaux. Donc c'est gigantesque. Et ça, pour une diversité de métaux qui sont très importants. Là, on montre notamment les métaux non ferreux comme l'aluminium, le cuivre, mais le photovoltaïque est très consommateur de fils d'argent. Dans l'éolien, on va avoir les protections des moteurs, des turbines qui sont aussi utilisatrices de beaucoup d'éléments comme le ruthénium ou du cuivre. Donc là, on voit un essor et une explosion de la demande dans ces métaux stratégiques. Ces métaux stratégiques, cependant, ils sont pas partout. Ils sont extraits principalement de ressources primaires aujourd'hui. Hein. Et ces ressources primaires, elles sont situées dans des zones bien spécifiques, beaucoup en Asie. On voit bien que la Chine a un listing assez important de ces matières. On parle beaucoup des terres rares, elles font partie des métaux stratégiques, elles sont essentiellement localisées en Asie. Beaucoup en République démocratique du Congo également, et les platinoïdes en Russie. Ce qui pose pas mal de problèmes en ce moment, vu le conflit que ce pays est en train de vivre avec l'Ukraine. On a une problématique de sourcing qui est en train de se positionner. Donc on voit que c'est des métaux qui sont toujours sourcés, en plus de ça, dans des zones où géopolitiquement, il y a quand même une certaine instabilité. Soit une instabilité, soit des conflits ou des volontés géopolitiques de même fermer leurs frontières ou de limiter l'apport en ces métaux stratégiques. En fait, avant même les métaux stratégiques, on parlait surtout de l'or, de l'étain, de l'argent, du cobalt, pour les utilisations électriques et électroniques notamment. Et on voyait qu'il y avait une vraie problématique qui était plutôt de l'ordre éthique. Les métaux stratégiques, le premier axe sur lequel on s'est focalisé, il y a maintenant à peu près une vingtaine d'années, c'était l'éthicité du métal. On avait peur que ce métal soit généré dans des mines illégales qui polluent et surtout qui exploitent des enfants. Donc c'était le premier axe sur lequel les politiques se sont un peu concentrés pour voir un peu comment résoudre cette problématique. Tout ça parce que, effectivement, on voit sur la République démocratique du Congo, c'était des métaux qui servaient, non seulement qui étaient mal extraits, mais en plus qui servaient à financer les guerres qui étaient limitrophes au pays. Alors, on a toujours le même problème sur le Brésil, sur la Colombie également, et sur le Mexique, on voit que c'est principalement le trafic de drogue qui est également financé par ces extractions illégales. Donc, un vrai gros souci d'éthicité quand même sur ces métaux. Il y a eu un acte qui a été mis en place à l'époque du président Obama aux États-Unis. C'était l'accord Dodd-Frank, qui était justement là pour essayer de tracer les métaux qui étaient sourcés dans les différents approvisionnements industriels ou dans le monde du luxe, qui était aussi très soucieux de son image, suite aux différents scandales que ce monde a pu vivre à travers les diamants, par exemple. Donc on a vraiment, encore une fois, uniquement eu cet aspect éthique dans un premier temps.
L'aspect ressources et sa pérennité est venu dans un second temps. On a commencé à se rendre compte qu'effectivement ces métaux stratégiques, ces métaux divers avaient finalement on avait des réserves qui s'amoindrissaient de façon assez colossale. On peut le voir sur l'argent. Ces chiffres ne sont plus tout à fait à jour, je suis désolé. Mais on est plutôt passé à 15 ans sur l'argent. Donc, avec une consommation qui est extrêmement importante, 14 000 tonnes par an, et dans le monde des infrastructures numériques. Donc, une problématique qui se pose. Pareil pour l'or. Alors, dans une moindre mesure en proportion par rapport aux différentes utilisations de l'or, puisque l'or a une vocation d'investissement ou une vocation plutôt dans le monde du luxe, mais dans le monde numérique, ça reste pas moins quand même très important. Et pourtant, on a sur ce domaine-là très peu de recyclage. Très peu de recyclage. On est de l'ordre d'une dizaine de pourcents. Le troisième aspect qui est mis un peu en avant depuis maintenant à peu près uniquement 5 ans, c'est l'impact de ces métaux. Il faut voir que l'extraction minière, c'est extrêmement énergivore, c'est extrêmement consommateur d'eau, et ça génère des émissions carbone qui sont colossales. On entend beaucoup parler de l'avion, qui a un vrai problème en termes d'émissions. Ça représente à peu près 2% des émissions globales au niveau mondial. Et bien les métaux, c'est pareil, au même niveau. On est à des taux qui sont similaires en termes d'émissions que le transport aérien, fret et passagers compris. Donc c'est un vrai impact. Là, je marquais quelques chiffres. Effectivement, on parle de l'extraction minière dans sa globalité. Je parle même pas des métaux. Là, on parle de 10% des émissions. Mais seulement ces métaux, c'est 2%. Donc c'est vraiment, on voit bien que les métaux stratégiques, avec leur évolution et leur forte demande, posent problème à plusieurs niveaux, à la fois à un niveau de réserve, à la fois à un niveau géopolitique, à la fois à un niveau éthique et clairement à un niveau environnemental. Donc nous, en fait, quand on a fait ce constat-là, enfin moi quand j'ai commencé il y a 15 ans, j'étais plutôt focalisé sur les déchets électriques et électroniques, en regardant un peu, trouver les bonnes pratiques en termes de comment analyser, comment réussir à les recycler, et trouver le bon débouché pour derrière trouver les bons transformateurs qui savent effectivement extraire cette matière. Ça, c'était le constat que j'ai fait il y a 15 ans, et en 15 ans, on a nous-mêmes mis en place en fait, des process pour le faire, fort du constat que je viens de vous faire. Et l'idée, c'était de réussir à produire des métaux uniquement à partir de déchets, puisqu'aujourd'hui, dans le monde, ces métaux sont sourcés à 90%, comme je le disais tout à l'heure, 10% à peu près qui sont recyclés. Mais à 90%, ça reste de l'extraction minière. Donc l'idée, c'était plutôt de se dire comment réussir à générer un métal qui va pouvoir rentrer et avoir les usages industriels qu'il peut avoir et dont l'industrie a besoin, avec une émission carbone plus faible. Eh bien, l'idée est tournée autour de ça, et on a travaillé sur les process de recyclage pour le faire. Donc voilà, moi j'avais créé une première structure, comme je vous ai dit, Morphosis. Après on a travaillé sur WeRefining et Recycling, qui est le groupe aujourd'hui que je dirige pour faire ces activités. Et on va travailler sur un spectre de déchets qui est extrêmement large. On va travailler sur les déchets électriques et électroniques, donc ça c'était un peu la base, mais on voit que ces métaux, comme je le disais tout à l'heure, sont utilisés par plein d'industries différentes, donc on va retrouver des rebuts de cela, soit des équipements qui sont en fin de vie, en fin d'usage, donc là on va avoir une logique dans un premier temps de réemploi ou de réutilisation si c'est encore faisable, soit bien naturellement passer par cette phase d'extraction pour le faire. Et donc pour ce faire, nous on travaille sur plein de métaux différents, sur les platinoïdes dont je vous parlais, extrêmement important pour l'industrie automobile, pour la catalyse utilisée aussi dans la chimie, enfin dans la pharma. L'industrie pharmaceutique est extrêmement consommatrice également de catalyseurs pour réussir à générer les réactions qui sont nécessaires pour synthétiser les médicaments dont on a besoin. Le zinc, l'étain, le cuivre et cobalt lithium qui sont en forte demande par les véhicules électriques qui sont en train de
d'exploser de par les nouvelles réglementations. Donc voilà un peu sur l'ensemble des specs des métaux sur lesquels on travaille. On est basé en Normandie, on est normand. Nous, quand j'ai créé la première boîte, c'était au Havre. Par manque de place, on a déplacé un peu tout ça plusieurs fois en 15 ans. Et maintenant, on est installé là depuis 4 ans, à Tourville-les-Ifs, ce qui est à côté de Fécamp. Donc on a réalisé on a repris une friche industrielle, qui est un ancien site du groupe Bacardi, là où la Bénédictine était embouteillée, un bâtiment qui date de 70. Donc c'était hyper propice à nos activités, et puis le fait de reprendre une friche, pour nous ça semblait plutôt être une évidence. Donc voilà, on traite, comme je disais, beaucoup de cartes électroniques, mais beaucoup de revues. Et on essaye de convaincre les industriels d'aller dans cette mentalité, de se dire le déchet n'est pas un élément dont on doit se débarrasser. Alors, il y a encore, quand je disais ça, il y a 17 ans ou il y a 15 ans, dans le monde du recyclage, c'était principalement les centres d'enfouissement et les centres d'incinération, qui étaient quand même l'apanage des grands groupes du recyclage, on va appeler ça comme ça. Mais, donc maintenant, clairement, en 15 ans, ça a beaucoup évolué. Mais on reste toujours à essayer de convaincre les industriels que cette ressource qu'ils ont en main peut être leur propre ressource, leur propre ressource primaire, excusez-moi. Donc, on va travailler sur plusieurs boucles en fait avec eux. La première, c'est celle des usines. C'est-à-dire réussir à travailler sur les rebuts de production. C'est le plus facile, parce que ces rebuts de production, ils sont déjà localisés à un seul endroit. Et généralement, ils ont des concentrations un peu plus élevées. Donc, on essaye de travailler sur ces rebuts de fabrication. Par exemple, on travaille avec une usine qui s'appelle ST Microelectronics. Donc, ST Microelectronics, on récupère leur chute de production, on extrait les différents métaux, je vous expliquerai un peu tout à l'heure comment. On refabrique on purifie ces métaux jusqu'à un degré de pureté de 99,99%. On peut même monter jusqu'à ce qu'on appelle la 5,9, 99,999. On les retransforme sous forme de sel et on les réinjecte dans la même production. Mais c'était hyper compliqué à mettre en place ces industriels parce qu'il y avait un frein intellectuel, enfin un frein psychologique plutôt, parce que pour le coup là il n'y avait rien d'intellectuel. C'était un frein psychologique à se dire « Ah oui, mais du métal recyclé, ça va être moins bien, ça va me poser problème dans mon industrie. » Connerie, puisque quand on fait de l'affinage et qu'on produit du métal par électrochimie, en l'occurrence, on a un métal qui est aussi pur que celui de la mine. Et le métal de la mine, de toute façon, il n'est jamais pur. Il est toujours en association avec d'autres métaux. Donc il nécessite aussi des méthodes de production et de purification. Donc on a fait tout ce travail d'apprentissage auprès des industriels pour le faire. La deuxième boucle, qui est un peu plus compliquée, la deuxième boucle, c'est aussi donc la partie reuse, c'est-à-dire tous les appareils qui sont mis sur le marché. Souvent, ces industriels ont un peu tendance à vendre un upgrade de la technologie. Pour la plupart du temps, c'est souvent parce que c'est des technologies qui sont moins consommatrices d'énergie, mais il n'empêche pas moins qu'il y a un équipement qui a déjà été produit, qui a déjà consommé beaucoup d'énergie et de matières premières. Donc, il est intéressant de réemployer cet outil. C'est la deuxième boucle sur laquelle on travaille, sur laquelle on pousse les industriels à travailler. Et la troisième, qui est là pour le coup la plus complexe, c'est les équipements en fin de vie. Pourquoi ? Parce que forcément, l'industriel va avoir tendance à vendre ses produits un peu partout dans le monde. Donc pour réussir à trouver des chaînes, ce qu'on appelle nous de reverse logistique, de logistique inversée, c'est assez compliqué à mettre en place. Et puis il faut convaincre le consommateur, moi, tout le monde, de réussir à ramener le produit au bon endroit et pas le jeter dans les mauvaises poubelles. Ça, on a encore un peu de travail à faire. Ça paraît d'une évidence, mais on est plutôt à des taux de collecte qui sont aujourd'hui de l'ordre d'une 60%, ce qui est pas mal en France, pour le coup, par rapport au niveau mondial. Aux États-Unis, on doit être à 3%. Voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire pour qu'on arrive à avoir
ces chaînes qui feront que le primaire soit consommé dans des quantités moins moindres. Le primaire continuera à être consommé parce que surtout quand on voit la croissance de l'utilisation du numérique et des nouvelles types d'énergie et des véhicules, on n'arrivera jamais à le faire à partir de 100% recyclé. Mais bon, on a quand même une forte marge de manœuvre et une forte capacité à réduire l'impact carbone qu'on peut avoir, nous en tant qu'êtres humains et eux en tant qu'industriels, pour réussir à baisser ces émissions. Comment est-ce qu'on essaie de les convaincre? En étant assez factuel sur les éléments que ça apporte à l'industriel. L'industriel, il ne va pas choisir de se dire je vais faire du recyclage, bon, comme ça, oui, ça va être bien pour mon image. Oui, remarquez, il y en a quand même pas mal qui le font pour cette raison-là, mais il y a quand même des arguments factuels qui font que ça va dans le sens logique des choses, en fait. Petit 1, c'est sécuriser sa ressource. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des tensions, le Covid a fait ressortir pas mal de choses à ce niveau-là. Les gens avaient l'impression que bon, c'est simple, j'ai besoin d'une matière première, clic-clac, ça arrive chez moi, en l'espace d'un mois, l'industriel était livré. Le Covid a tout arrêté. Il y a eu des tensions géopolitiques qui sont installées derrière. Donc là, les approvisionnements seront beaucoup plus difficiles. Donc là, en fait, encore une fois, de mettre en place de l'économie circulaire dans les méthodes stratégiques, ça apporte une sécurisation, et puis un site industriel qui n'a pas sa matière première pour travailler, il ferme. Donc c'est vital. Le deuxième, c'était un des points aussi que j'ai cité tout à l'heure, quand on sait que tracer un métal, alors oui, il y a des étiquetages, comme on peut le voir dans pas mal de domaines, il y a des labels qui se créent. Dans le terme des métaux, il y en a plusieurs. Un qui s'appelle Responsible Mineral Initiative, qui va auditer certaines mines pour voir un peu comment c'est fait. Mais ça nécessite quand même de beaucoup surveiller en fait, les choses. Donc plutôt que de faire ça, travailler sur le recyclage, encore une fois, ça simplifie beaucoup les choses, parce qu'on se garantit l'origine du métal. Le troisième point, c'est tout simplement que l'industriel, à travers cette démarche, se garantit de la traçabilité et du traitement de son déchet. Comme je disais, moi, c'était le constat que j'ai fait au démarrage de l'entreprise, des chaînes hyper longues d'une vingtaine de négociants qui se rachètent la matière. Ça, pour tracer la matière et être sûr que le déchet ne finit pas dans une décharge ou sur des centres de traitement complètement sordides, c'est compliqué. Donc, pareil, encore une fois, par ce type de solution, ça peut convaincre les industriels d'aller dans cette direction. L'argument qu'ils aiment bien, c'est naturellement l'optimisation financière. Il faut imaginer que ces métaux stratégiques, ils sont hyper fluctuants. Il y en a qui sont cotés en bourse. Il y a beaucoup d'opérations spéculatives qui sont faites sur ces métaux, donc des opérations à risque. Donc les cours peuvent varier énormément. Et puis en plus de ça, quand vous vendez un métal, vous le vendez toujours moins cher que le cours. Et quand vous achetez un métal, vous le vendez toujours. Enfin, vous l'achetez toujours plus cher que le cours. Ça, c'est quand même quand vous faites vous vendez des dollars ou des euros, vous avez exactement le même mécanisme. Ça, en gardant la possession de sa matière et donc dans son déchet du métal qui est contenu, eh bien, on s'anime de toutes ces problématiques financières qui sont associées et on fait en plus de ça une économie. Et le dernier argument, qui est celui que moi je mettrai en premier, mais bon, après, chacun ses priorités. C'est la réduction de l'empreinte carbone. Tout à l'heure, je vous évoquais le fait que ça consomme beaucoup, le primaire consomme énormément d'énergie, un impact carbone fort. Il faut se poser naturellement aussi celui du recyclage. Ça, je reviendrai dessus un peu après vous avoir présenté les différents process qu'on met en place pour le faire. Slide suivant, s'il te plaît. Nous, on travaille sur ces problématiques un peu partout dans le monde maintenant. On a travaillé principalement en Europe. On est allé ensuite en Afrique parce qu'on a suivi des clients à nous qui souhaitaient mettre en place des filières de récupération des téléphones mobiles sur l'Afrique. En l'occurrence, c'était avec le groupe Orange qui se disait effectivement on fait du réemploi, ce réemploi pour partie part en Afrique, mais là on a juste déporté le problème du déchet. Alors oui, effectivement, c'est bien qu'il y a quelqu'un qui se resserre de l'appareil,
mais si dans le pays de destination, il n'y a absolument aucune infrastructure pour le traiter, on peut se poser la question de l'efficacité de l'opération. Donc du coup, on a monté avec eux des opérations de collecte de mobiles, et on a élargi à beaucoup d'autres choses depuis, sur le continent africain, où on a des entreprises locales qui se chargent de toute la partie collecte et pré-démantèlement. Enfin, ils vont désosser en fait ces appareils, et après, on envoie tout sur notre centre. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais ça génère des émissions carbone. Oui, effectivement, le transport génère des émissions carbone. Mais on verra par la suite qu'elles sont quand même très très faibles par rapport à l'économie qu'on génère. Et la deuxième problématique, c'est que oui, j'aimerais bien le faire localement, mais ça nécessite des infrastructures qui sont complexes à mettre en place là-bas. Pour l'instant. Et puis après on s'est développé aussi dans pas mal d'autres zones du globe. Donc comment on fait alors ça, je ne vous ai pas donné toutes les recettes. Hein. De toute façon, je vous invite à ne pas le faire chez vous. Mais voilà, ça va retracer un peu les grandes étapes. Vous avez des premières étapes de broyage et de séparation. En fait, on va séparer les éléments plastiques, les éléments ferreux, l'aluminium. Tout ça, c'est ce qu'on appelle un peu du traitement mécanique. Ça, c'est une partie qui est aujourd'hui bien déployée sur l'Europe, qui commence à se développer aussi aux États-Unis. On est en train de développer en Afrique. Mais ça, c'est des étapes primaires. Ensuite, on va, dans toutes ces étapes mécaniques, séparer l'élément qui contient tous les métaux stratégiques. Ça va être la batterie, ça va être la carte électronique. Et de ça, là, on va avoir un process un peu plus poussé pour réussir à séparer ça. Parce qu'il faut voir que dans une carte électronique, celle que vous avez dans votre téléphone, dans les ordinateurs, les switches, en grille pas maintenant, parce qu'on a des choses qui sont extrêmement intelligentes. Voilà. Eh bien, ça va contenir jusqu'à une cinquantaine de métaux différents, et dans des quantités très infimes. On parle de quelques grammes à la tonne. Donc c'est extrêmement complexe à réaliser comme opération. Et on a essayé d'être le plus malin possible. Alors, on a fait plein de conneries, mais là, ça marche bien. La première étape, c'est une étape de fusion, parce qu'il va falloir séparer toutes ces fibres de verre qui entourent les métaux dans la carte électronique. En fait, une carte électronique, c'est une fibre de verre avec différentes couches de métaux et différents composants et de la résine. Eh bien, on a essayé de combiner l'intérêt que pouvaient avoir les trois. C'est-à-dire que la fibre de verre, comme son nom l'indique, c'est du verre, donc des borosilicates. Et quand on a vu qu'en fonderie, ils utilisaient du verre pour liquéfier le métal et pour séparer une partie des impuretés qu'il y a dans le métal, déjà dans cette phase de fusion, eh bien on se sert en fait de la fibre de verre pour le faire. Donc on n'injecte pas de verre à l'intérieur ou de produits, des borosilicates qui sont extraits aussi de la terre. La résine, elle a un intérêt parce qu'elle a un apport énergétique qui est hyper élevé. Donc du coup, on n'a pas beaucoup de consommation de gaz dans ces phases-là. Là, on a réussi à agglomérer tous les métaux en une phase. Ensuite, on va passer dans les phases chimiques de dissolution de ces métaux, parce qu'il va falloir les séparer. Vous ne séparez pas ça à la pince à épiler, parce que là, quand on voit encore une fois, les concentrations, c'est très très faible. Donc il va falloir trouver des méthodes sélectives de séparation. Et c'est ce qu'on a pu mettre en place. Après, il y a la phase d'électrochimie. Donc ça, c'est en fait quand on les a séparés, il faut les purifier. Et donc là, principe de base de chimie, vous avez une anode, une cathode, et bon, on fait migrer l'ion qui nous intéresse, et on reforme en fait la matière pure. Et après, on peut encore faire des phases de transformation, puisque par exemple, l'argent qui a pu être extrait d'un panneau photovoltaïque, quand il est consommé par l'industriel pour le fabriquer, ou quand il est consommé en tant que catalyseur dans l'industrie pharmaceutique, il est plutôt consommé sous forme de nitrate d'argent. Donc on va le retransformer en nitrate d'argent pour être consommé par ces industriels. Donc voilà, on fait ces opérations sur tout un paquet d'équipements électriques et électroniques, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, une carte électronique, maintenant on en retrouve partout. L'électronique, c'est partout. On veut consommer on veut maîtriser la consommation énergétique, on veut maîtriser la localisation, on veut maîtriser tout un tas de choses. Et ça, forcément, ça nécessite de la matière, ça nécessite des cartes électroniques
qui gère cette information. Et donc, du coup, une problématique de ressources qu'il faut gérer en termes de recyclage. Donc, du coup, on va retrouver ça un peu partout. Ça peut être dans les infrastructures. Hein. Quand on parle de réseau, on est sur du 5G. Ben, le 3G qui commençait à être développé, ben, pareil, tous ces méthodes-là, il faut réussir à s'en servir. Ça peut être également comme il y a quelque chose après. Ah oui. Ouais. Je passe. Ouais, s'il te plaît. Donc après, ça peut être sous forme liquide, ça peut être sous forme pâteuse, ça peut être même sous forme gazeuse. Donc, sous forme gazeuse, c'est très galère. Mais celles-là, on va les retrouver sous toutes ces formes-là. Et donc, voilà, c'est tout ce qui va rentrer dans les process que j'ai pu vous montrer tout à l'heure. Le bilan de tout ça. Donc, le bilan des émissions. Je vous ai parlé de fusion, je vous ai parlé de transport, je vous ai parlé de produits chimiques. Tout ça, on se dit, wow, ça a quand même aussi des émissions. Oui, c'est clair. Mais maintenant, on a tout fait pour les baisser au maximum. Gaz, on l'a substitué par la résine qui est utilisée dans les cas. Produits chimiques, dans les phases de dissolution, on a trouvé des moyens de régénérer l'acide, en fait, puisque pour digérer un métal, clairement, on ne fait pas ça avec de l'eau. Donc ça, on utilise des acides qui sont quand même hyper concentrés. Mais on arrive, en fait, par voie électrochimique derrière, à régénérer l'acide. Pareil, je ne vais pas vous expliquer trop en chimie comment ça se passe, mais on arrive aujourd'hui à avoir un taux de conversion de 90%. 90% de l'acide qu'on utilise, il repart en fait. Et on a 10% de purges qui sont nécessaires. Mais aujourd'hui, on ne rejette rien dans le milieu naturel, tellement ces quantités sont faibles, nous on préfère. Alors, si on avait rejeté dans le milieu naturel, on aurait fait naturellement à travers une station d'épuration. Mais là, on a fait le choix de ne pas prendre de risque et de mettre ça en citerne. Et ça représente à peu près une vingtaine de mètres cubes par mois qui sont pompés et qui sont traités sur des centres spécialisés. Donc ça reste faible. Sur la quantité d'eau, tout à l'heure je vous disais, la consommation minière c'est hallucinant. C'est 2,3 millions de litres d'eau par kilo de métal produit. C'est colossal. Nous, alors on est à mieux que ça maintenant, on est à 40 litres à peu près. Donc vous voyez l'écart. Donc quand vous extrayez aussi d'une mine 1 kg de métal, c'est 5000 tonnes, je vous vois, 6000 tonnes. 6000 tonnes d'agrégats de terre qui sont déplacés pour 1 kg. Et vous voyez ça, les excaveuses qui font ça en mine, le pneu de l'engin qui fait ça, il est largement plus haut que la hauteur de la pièce. Donc bon, forcément, ça consomme aussi beaucoup d'énergie. Donc, quand on compare ça, là aujourd'hui, on est en train de le faire certifier par l'ADEME, mais nos calculs nous montrent qu'on est à peu près plutôt nous à 99% de réduction par rapport au primaire. Donc voilà, l'enjeu est quand même colossal, quand on sait que ça représente 2% des émissions globales. Ça peut marcher, ça marche aujourd'hui à une échelle qui est la nôtre, hein. On reste, nous, une boîte qui a grossi depuis que je l'ai créée, mais ça reste quand même une petite boîte hein, quand on fait ça à l'échelle de... Quand on voit ça, on est 130 personnes. La problématique qu'on a, en tant qu'entreprise, on n'en a pas trop, ça marche plutôt bien, mais si on prend la problématique dans sa globalité, c'est plutôt augmenter la part de recyclé chez l'industrie. Et ça veut dire la quantité de métal qu'on peut réinjecter chez les industriels. Et là, on a un frein un petit peu à tout ça, c'est le taux de collecte. Aujourd'hui, les gens ne sont pas suffisamment au courant, ne sont pas suffisamment conscients de l'impact que tous ces déchets électriques, alors on appelle ça les D3E, les déchets d'équipements électriques et électroniques, peuvent avoir, et le fait que s'ils sont jetés au mauvais endroit, qu'ils sont stockés chez nous, alors j'ai longtemps pas été un très bon élève en la matière, les téléphones qui dorment dans les tiroirs, c'est un peu le cas de tout le monde. Mais c'est un vrai sujet, parce que si cette matière elle est là chez tout un chacun, elle ne va pas revenir dans l'industrie magiquement. Donc il faut qu'on arrive effectivement à mieux collecter ces matières, à mieux les capter, à les envoyer sur les bonnes filières,
à faire en sorte que des usines telles qu'on peut en avoir se multiplient, grossissent pour qu'on arrive à faire face à ce challenge qui est primordial. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai remarqué. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en plus de ça, ces usines d'extraction, on en a très très peu dans le monde. En fait, au démarrage, c'était des usines qui étaient minières. On avait Umicore, par exemple, en Belgique. Ça a changé son nom, parce que ça s'appelait Union Minière, avant ils ont mis ça en Umicore. Ils ont quand même 80% de leur appoint qui est minier, mais ils prennent aussi des déchets. Donc ça va dans le bon sens. Vous avez les Allemands, qui étaient très focalisés sur le cuivre, avec l'Europe de l'Est. Vous avez les Suédois, qui avaient sur toute l'Europe du Nord aussi pas mal de mines à l'époque, qui maintenant vont font de l'extraction minière un peu partout dans le monde et ramènent tous ces minerais sur ces usines pour être raffinés. Les Japonais, qui sont très actifs en la matière, qui ont, eux, d'un point de vue géopolitique, déjà pris beaucoup de marques, notamment en Afrique, et beaucoup en Amérique centrale, notamment sur les sujets de la batterie, puisque pour le véhicule électrique, eux, ils ont, comme tout le monde, tous les industriels du secteur automobile ont vachement axé leur stratégie là-dessus, et ont déjà pris beaucoup de part dans ce domaine. Donc, voilà, il y a très peu d'acteurs, on est à peu près une dizaine dans le monde qui font cette activité. Et nous, on est un peu le vilain petit canard en la matière, puisque déjà on est beaucoup plus petit qu'eux. Et puis, on a la particularité, nous, de le faire qu'à partir de déchets. Voilà, c'est la philosophie qu'on voulait appliquer là-dedans. C'était plutôt de dire, on veut vraiment promouvoir le fait que c'est possible et que ça amène une réflexion à la fois au niveau de l'industriel, mais aussi à la fois au niveau du citoyen. Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. En fait, vous parlez beaucoup de l'industrie. Ouais. Donc, je comprends bien l'apport, outre la partie écologique, hein, je comprends l'industriel qui va récupérer plus ou moins ses métaux derrière. Ouais. Mais pour des entreprises basiques, là, je pense vraiment du recyclage de serveurs, de disques durs. Est-ce que, excusez-moi, c'est vraiment une question basique, est-ce que il y a un coût supplémentaire? Est-ce qu'on peut faire appel à vous? Est-ce qu'on doit vous amener voilà, c'est des questions bêtes, mais pratico-pratiques. Oui, effectivement, je parle beaucoup d'industriel, puisque pour moi, il a un rôle clé, puisque c'est lui le consommateur du métal. Par contre, comme tous les consommateurs, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient privés, qu'ils soient particuliers, ils ont un rôle à jouer là-dedans. Ils ont un rôle à jouer, comme je disais, parce qu'il faut augmenter cette part de réemploi et de recyclabilité, les deux. L'entreprise est pour le coup intéressante parce que généralement, sur l'entreprise, on a des taux de rotation des équipements. Alors, vous parlez de l'informatique, c'est un gros sujet, c'est clair. Il y a des taux de rotation qui peuvent être assez importants. Et pourtant, l'équipement pourrait fonctionner. Donc là, oui, il y a une partie réemploi qui est intéressante. Et encore une fois, un rôle clé, chaque entreprise, individu moral, pour rentrer dans cette chaîne de valeur. Donc, oui, bien sûr. Après, nous, naturellement, on le fait. Après, il y a plein d'entreprises qui le font également. On travaille en réseau avec beaucoup d'entreprises. On a notre entreprise adaptée dans le domaine du social et solidaire, mais il y en a plein d'autres. Alors, vous avez le réseau Envie, par exemple, qui est très implanté à Souron. Vous avez plein de sociétés qui sont spécialisées. On n'est clairement pas les seuls sur la partie supply chain à collecte. Éventuellement, là, il y a plein d'acteurs. Voilà. Après, si vous m'appelez, je t'arrête. Vos produits recyclés, vous les vendez à qui? Alors, vous savez qu'il n'y a plus beaucoup d'industrie, est-ce qu'il y a des clients? Alors, on en a encore un peu, heureusement. Et on sent qu'il y a quand même une dynamique. Là, on s'inscrit dans les dynamiques françaises et les dynamiques européennes de réindustrialisation. Parce qu'en fait, les deux vont de pair. Si vous voulez réimplanter une industrie en France, s'il n'y a pas de matière première, c'est compliqué. Donc, voilà, il y a cette balance qui est en train de se faire. Naturellement, on ne vend pas qu'en France nos métaux. Comme je vous disais, on a une action qui est mondiale. On va approvisionner des centres de fabrication qui peuvent être
en Asie également. Alors, pas tellement parce qu'ils ont vraiment cette politique de dumping sur la matière recyclée. Ils préfèrent casser le marché de recyclé ou le laisser en interne pour garder la mainmise sur le cours des métaux. On le voit très bien aujourd'hui sur les terres rares. Et eux étant les seuls à fixer les prix, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. J'ai une deuxième question dans la foulée. Vos produits recyclés sont normalisés pour le distinguer de... Alors, il n'existe rien. C'est une bonne question. Puisque la normalisation qui s'est effectuée, c'est effectuée uniquement sur l'électricité du métal. On est en train de pousser déjà, nous, on essaie de s'auto-certifier et de le faire en sorte qu'il soit auto-certifiable par un tiers. Enfin, qu'il soit certifiable par un tiers. Mais il n'y a pas quelque chose de normé. On voit qu'il y a une grande mouvance qui est en train de s'opérer. Il y a une histoire rocambolesque en la matière, parce que je parlais avec des sociétés suisses qui m'ont appelé pour me dire oui, on est très intéressé par acheter votre métal, parce qu'il y a des grandes marques de la joaillerie qui veulent s'assurer que le métal est bien recyclé. Parce que dans le métal recyclé, il y a aussi beaucoup d'entrepôts. Notamment sur l'or. L'or, c'est quand même un métal où ça concentre quand même pas que des gens super clean. Mais je vous en raconte, c'est assez dingue. Il m'a expliqué qu'en fait, il y avait plein de traders qui vendaient du métal recyclé et ils expliquaient le sourcing de la façon suivante. Ils disaient que c'était uniquement issu de bijoux. En fait, des bijoux qu'ils appelaient des bijoux cassés, qui sont mis souvent dans les caches converteurs. Et en fait, les mines, qu'est-ce qu'elles ont fait? Les mines illégales, je parle. Les mines illégales exportaient leur métal, je ne sais plus où en Asie. Non, c'était pas la Malaisie. Mais bon, ça va prendre avec des pincettes cette information. Là-bas, ils les transformaient en bijoux, mais en bijoux hyper grossiers. Ils les sortaient du pays avec un code douanier qui était bijoux, et ils envoyaient ça recycler. Donc du coup, bon, maintenant, moi je l'ai appris il y a 2 mois. Donc maintenant ça fait quand même un peu, ça a fait un peu un petit scandale. Donc maintenant ils essayent quand même de bien tracer le métal recyclé issu des bijoux, donc considéré comme à risque, le métal recyclé issu des déchets de production, parce qu'ils considèrent que le déchet de production n'a pas eu une vraie vie en fait. Il est juste resté sur le site, il n'a pas servi à un produit qui a eu un usage. Et la troisième catégorie, qui semblerait être le premium vraiment, en termes d'impact ou en termes de philosophie qui semble être le plus associé à ce qu'ils veulent véhiculer, qui est le métal issu d'équipements qui ont eu un usage. Mais il n'y a pas de labellisation encore, ça va venir, je pense. Personnellement, je travaille pour la métropole de Rouen, donc il y a un grand enjeu sur la gestion des déchets, et je vous rejoins. Autant aujourd'hui, on a à peu près capté que la bouteille de plastique, fallait éviter de la mettre dans la poubelle ménagère. Autant sur tout ce qui est tablettes, téléphones, etc., il y a un vrai sujet. Donc la question que je voulais vous poser, c'est vous, par rapport à votre entreprise, c'est quoi votre prochain gros challenge en matière de R&D? Enfin, j'imagine que vous travaillez continuellement sur ces questions. Et vous, c'est quoi la prochaine étape, sachant qu'on est sur des matériaux miniaturisés, comme vous disiez. Enfin voilà, c'est quoi vos grands objets? On a plein. Je m'ennuie clairement pas en ce moment. On a alors des challenges techniques. Ça, c'est un peu ce qui nous anime dans la boutique. On va travailler sur d'autres métaux qu'on ne capte pas encore. On travaille là en ce moment sur le gallium, par exemple. Alors qu'on a peut-être pas les gens d'histoire. Mais bon, on travaille sur d'autres métaux. On élargit un peu le spectre. Ça, c'est une chose. On élargit aussi le spectre des entrants, donc les typologies de déchets. Je parlais de la catalyse, c'est un rebut qu'on travaille uniquement depuis 3-4 ans. Là, on travaille sur des solutions un peu plus complexes qu'on se trouve dans l'industrie pharma et dans l'industrie semi-conducteur. Donc on va avoir à la fois un travail sur l'entrant, à la fois un travail sur les différents métaux qui peuvent composer ces entrants. Donc avoir une palette de métaux un peu plus large. Ça, c'est les challenges R&D. Là, on est en train de doubler la taille du site. Donc, voilà, c'est des projets qui sont quand même hyper cool, mais qui demandent quand même de ne pas se louper. Donc, ouais, c'est un gros challenge pour toute la boîte parce qu'on l'a fait évoluer de façon assez large. Un gros challenge qui accompagne tout ça, c'est le recrutement. Clairement, on a un vrai souci pour trouver
des talents qui correspondent à la philosophie et puis à la technicité de l'entreprise. D'ailleurs, on est en train d'essayer de développer une école autour de ça. Donc, voilà. Et puis, je vous rejoins sur peut-être, il y a un sujet, effectivement, la bouteille, on a bien identifié, la tablette et le téléphone, c'est vrai que c'est deux éléments où les gens ont vachement peur, à juste titre, voilà, ah bah voilà. On va essayer de le réparer. Mais il y a un vrai souci sur la donnée, le problème de la confidentialité. Donc, mais aujourd'hui, il y a quand même vachement de garanties qui sont apportées de ça, mais je pense que dans l'intuition personnelle, les gens pensent que cette donnée est à ce moment-là vachement disponible à tout le monde, c'est pas le cas. Bon boulot pour diminuer effectivement l'impact environnemental. En poussant un peu plus loin, derrière vous allez au niveau énergétique brûler un certain nombre de résines, donc ça va dégager pas mal de gaz. Effectivement. Joyeux. Ouais. Et puis des déchets de verre qui sont peut-être moins réutilisables vu ce qu'ils doivent contenir. Quel est le devenir de ces deux? Alors les gaz, effectivement. On a du fumé comme tout process industriel. Donc ça, on a naturellement des laveurs, tout un système de traitement des fumées. On récupère d'ailleurs la chaleur. Enfin, on va la récupérer. Parce que quand j'ai fait les invests, j'avais pas suffisamment profité. Mais là, on est en train d'étudier ça, de le remettre en place. Et après, il y a clairement des normes qui sont vachement établies sur dioxine, furane, métaux, NEX, enfin bon, il y a toute une panoplie. Donc là, naturellement, on a derrière des analyseurs qui surveillent ça en permanence. Aujourd'hui, on est plutôt à des ratios de l'ordre, en moyenne, à peu près de 20 fois inférieurs aux normes. Bon, on peut dire que là-dessus, on n'a pas vraiment une pollution qui est générée par les fumées des process thermiques ou chimiques d'ailleurs, parce qu'un process chimique, ça a aussi des émanations qu'il faut laver, mais ça a tout son sens aussi en termes d'environnement comme économique. Encore une fois, moi je vois toujours aussi ça d'un point de vue économique, et moi je pense que d'aller dans le sens de l'environnement, c'est pas un surcoût, c'est plutôt l'inverse quand c'est bien pensé. Eh bien, en lavant bien ces gaz, on récupère l'acidité, on en régénère une dernière partie d'acide et hop, alors plus dilué, mais bon, il y a encore des méthodes pour le reconcentrer. Sur la partie solide, les verres qu'on génère, on surveille le taux d'oxyde métallique qui sont capturés par ces verres. S'il n'est pas trop élevé, ça peut servir en sous-couche routière, parce que c'est complètement inerte. Hein. C'est comme du gravat en fait, hein, les cailloux qui sont utilisés pour faire les sous-couches routières. S'il est trop élevé, là par contre on le repasse en fait dans les fours de fusion. Et on arrive à redégager la partie métal, le capturer sous forme de poussière et là le remettre. Donc non, c'est plutôt pas trop mal. Oui, je sais plus, excusez-moi, je sais vous étiez peut-être... Bon, on va essayer de prendre les deux questions. Bonjour, M. Abdelassani. Merci beaucoup pour votre intervention. J'ai été particulièrement accroché par deux éléments, et notamment le premier, le frein psychologique que les industriels ont pour considérer le métal recyclé. Et le deuxième élément, c'est un élément de comportement, notamment si ces téléphones et ces tablettes, vous l'avez si bien cité, qui dorment dans les tiroirs. Ma question est, est-ce qu'il y a des moyens, des pistes de réflexion actuelles que vous abordez pour justement changer ces comportements-là, plutôt stimuler un comportement qui va faire sortir ces tablettes des tiroirs et pour mieux considérer le métal recyclé de la part des industriels? Alors oui, nous on agit indirectement. Hein. Il faut savoir que tous les déchets électriques et électroniques sont gérés par ce qu'on appelle des éco-organismes en France, qui sont écosystèmes et écologiques. C'est eux qui vont capter l'écotaxe qui est collectée quand on achète un équipement. C'est eux qui organisent finalement la collecte de tous ces équipements au niveau du particulier. Alors, les décharges, les collectes les décharges, les recycleries ou les points de recyclage ou les magasins. Eux ont une action effectivement là-dessus. Nous, on travaille avec eux sur des pistes de réflexion pour comment mieux communiquer là-dessus, mais c'est clairement eux qui ont la main. C'est eux qui vont faire effectivement les différentes publicités que vous pouvez entendre ou regarder. Sur la partie métal, de la même manière, on travaille avec des fédérations industrielles pour essayer de casser cette... Et là, c'est en train depuis un an, on sent clairement un vrai changement là-dessus. Tout le monde associait ça à l'aluminium ou à la ferraille, où la canette d'aluminium ne revenait pas à un aluminium pur. Oui, effectivement, ces métaux
sont plutôt utilisés pour faire des méthodes de qualité un peu plus faibles. Hein. C'est une sorte de... Il n'y a pas d'opération d'affinage réellement, c'est de la refusion et du relaminage, mais il n'y a pas d'affinage. Donc effectivement, la qualité là est peut-être un peu moins bonne, mais ce n'est pas le cas pour tout ce qui est métaux affinés. Voilà. Excusez-moi. Ça rejoint un petit peu la question. Vous expliquiez qu'effectivement vous aviez un goulot d'étranglement sur l'entrant. Oui. C'est pas un goulot d'étranglement. Pas un goulot d'étranglement, mais effectivement vous pourrez recycler plus si en amont il y avait plus de collecte. Oui. Aujourd'hui on a l'impression quand même que la collecte est organisée, du point de vue du particulier, s'organise depuis de nombreuses années avec une sensibilisation à mettre dans les bons bacs et à les bons déchetteries, etc. Du coup, qu'est-ce qui bloque par rapport à ça? Qu'est-ce qui bloque, puisque en fait, on parle de recyclage et de déchets depuis des années. On a l'impression que ça s'organise avec toutes les filières, et pourtant vous dites que vous n'avez pas... Alors on augmente, hein, on est passé de 60 à 65, on pourrait se dire super. Bon, moi je vois toujours 35 qui restent. C'est compliqué aussi à tracer, je pense, hein, de se dire mais est-ce que tous les équipements sont bien envoyés, et voilà, les marchés parallèles, comment ils sont quantifiés. Et puis même, hein, je pense qu'au niveau du citoyen, tout n'est pas encore loin d'être parfait. Donc c'est de la sensibilisation, La marteau-thérapie, comme on appelle ça. Merci. Merci. Merci.